Il y a, en toi, une plaie dont tu ne parles pas. Elle ne saigne pas, du moins plus. Elle s'est recouverte d'une fine couche de silence, comme une cicatrice que l'on croit refermée, mais qui brûle encore dès qu'on effleure son contour. Tu marches avec elle depuis si longtemps que tu l'as intégrée à ta façon d'exister, et pourtant, elle te gouverne plus que tes rêves. Tu crois avancer librement, mais c'est elle qui, dans l'ombre, tire les fils invisibles. Certains jours, elle se manifeste comme un vertige. Un sentiment étrange que quelque chose te manque, sans savoir quoi. D'autres fois, elle est un poids au fond de la poitrine, une tension qui ne se dissout jamais vraiment. Tu détournes les yeux, tu remplis tes journées, tu apprends à sourire au bon moment. Mais la fracture est là, immobile, patiente, attendant que tu la vois vraiment. Et plus tu refuses de la regarder, plus elle te possède. Jung disait que cette fissure est la porte d'entrée vers notre ombre, cette part cachée de nous-mêmes que nous passons notre vie à fuir. Nous imaginons que la fuir, c'est nous protéger. Mais c'est l'inverse. Plus tu la recouvres de silence, plus elle se renforce. Comme une racine enfouie qui, à l'abri de la lumière, étend son empire dans la terre de ton esprit. Tu crois te protéger, tu es en train de t'emprisonner. Imagine un miroir fissuré dans une pièce oubliée de ta maison. Tu évites cette pièce depuis toujours. Tu dis que tu n'as pas le temps, que tu n'en as pas besoin. Et pourtant, parfois, la nuit, tu crois entendre quelque chose derrière la porte. Un souffle. Une voix. Peut-être la tienne, mais plus ancienne, plus fatiguée. Et si cette pièce contenait la partie de toi qui sait vraiment qui tu es? Et si tu avais peur de t'y retrouver? On ne nous apprend pas à rencontrer nos blessures. On nous apprend à les recouvrir. À poser des couches et des couches de masques, jusqu'à oublier le visage qui respire en dessous. Et il y a eux? Ce il qui n'a pas de nom unique, mais qui prend la forme des voix qui nous ont élevés, des lois que nous avons acceptées, des récits qu'on nous a répétés jusqu'à les croire nôtres. Eux ne cherchent pas ta force. Ils cherchent ta fracture. Parce qu'un esprit qui ne se connaît pas est un esprit malléable. Il est plus facile de guider quelqu'un qui fuit quelque chose en lui-même. On n'a pas besoin de l'enchaîner, il portera ses chaînes tout seul, pensant qu'elle le protège. Ils savent que tu ne veux pas sentir cette brûlure. Alors ils t'offrent 1000 distractions. Ils te montrent des routes toutes tracées, te disent que tu dois courir, courir toujours. Mais ils ne te diront jamais que cette course tourne en rond autour de ta blessure. Parfois, la blessure se fait entendre dans un geste minuscule. Une phrase que tu n'arrives pas à dire. Un regard que tu évites. Un silence trop long dans une conversation banale. C'est à ce moment-là qu'elle prend la parole, discrète mais ferme. Elle te rappelle qu'elle est là, que tu n'as pas réglé ce qui devait l'être. Et toi, tu l'enfouis à nouveau, comme si c'était un étranger, alors que c'est toi. Il y a un paradoxe cruel. Plus tu essaies de te construire sans elle, plus elle prend de place. Plus tu la caches, plus elle contrôle tes choix. Elle est le vide autour duquel tu bâtis ta maison. Tu crois que ce vide te laisse libre, mais en vérité, il dessine les murs que tu ne franchiras jamais. Si tu fermes les yeux maintenant, peux-tu sentir où elle se cache? Est-ce dans ce souvenir que tu évites depuis des années? Est-ce dans cette personne que tu n'arrives pas à pardonner? Est-ce dans la honte que tu ressens lorsque personne ne te regarde? Ou peut-être est-elle plus ancienne, transmise avant même ta naissance, inscrite dans la mémoire silencieuse de ta famille? On croit que la douleur est notre ennemi, mais parfois, elle est le seul guide honnête. Elle ne ment pas. Elle ne se déguise pas. Elle ne te flatte pas. Elle te dit exactement où tu es brisé. Et c'est là précisément, que commence la porte vers toi-même. Mais, cette porte, tu ne la franchiras pas sans trembler. Elle demande un prix. Le prix d'admettre ce que tu as fui toute ta vie. Le prix de laisser tomber les murs derrière lesquels tu te caches. Le prix de risquer d'être vu, vraiment vu. Alors je te le demande, doucement, presque sans voix. Et toi, sais-tu vraiment où se cache ta douleur? On te l'a tendue avant même que tu saches parler. Pas un cadeau, plutôt une armure fine, invisible, que tu allais devoir porter chaque jour de ta vie. Tu n'as pas choisi sa forme, ni sa couleur. Tu l'as simplement senti se poser sur toi, doucement d'abord, puis de plus en plus étroit. Et un jour, il est devenu ton visage. Les anciens l'auraient appelé un masque rituel. Jung, lui, y voyait la persona, la façade sociale que nous montrons au monde. Nous croyons la façonner nous-mêmes, mais en vérité, elle nous est imposée. Dans ton enfance, elle prenait peut-être la forme d'un sois sage, ne pleure pas, fais plaisir aux autres. Chaque mot était un fil qui tissait ce visage d'emprunt. Tu l'as porté pour être accepté, aimé, intégré. Et tu as oublié à quoi ressemblait ton vrai visage. Ce masque protège. Il t'évite les regards lourds, les jugements tranchants. Il t'aide à survivre dans un monde qui exige que tu sois lisible, prévisible. Mais il ment. Et à force de mentir, il finit par t'éloigner de toi-même. Car le prix de l'acceptation est souvent payé avec la monnaie de la vérité perdue. As-tu déjà senti cette tension étrange, ce moment où tu ris alors que tu voudrais pleurer?
Ou tu dis ça va alors que tout s'effondre à l'intérieur? Ce n'est pas toi qui mens, c'est ton masque qui parle à ta place. Il te protège de l'instant, mais il creuse la distance. Et plus tu le portes, plus tu crains le jour où il pourrait tomber. Ce qu'ils craignent, eux, ce n'est pas ton masque, c'est ce qu'ils cachent. Ce qu'ils redoutent, c'est que tu puisses un jour le déposer. Parce qu'un être sans masque ne peut pas être prédit. Il échappe aux règles, aux scripts écrits par d'autres. Alors, dès l'enfance, il s'assure que tu l'aimes, ce masque. Qu'il devienne ta seconde peau. Qu'il te donne l'illusion d'être toi, tout en effaçant ce que tu es vraiment. Il y a une douceur trompeuse dans ce déguisement. Il te permet de sourire dans la foule, de répondre sans hésiter, de traverser la vie en apparence intacte. Mais cette douceur a un prix. Le jour où tu veux parler avec ta voix nue, tu ne sais plus comment. Tes mots se brisent, ton souffle tremble. Tu cherches ton vrai visage, et tu ne le reconnais plus. Le masque devient parfois si confortable que tu oublies qu'il est là. Et c'est là que le piège se referme. Car si tu ne sais plus que tu le portes, comment pourrais-tu l'enlever? La persona cesse alors d'être un outil, elle devient une prison. Une prison d'or, polie par les compliments, consolidée par la peur d'être vue autrement. Et toi, que caches-tu vraiment derrière ce sourire bien tenu? Un souvenir que tu refuses de nommer? Une colère trop ancienne pour être comprise? Ou peut-être un désir qui n'a jamais trouvé le courage de se dire à voix haute? Le masque n'étouffe pas seulement la douleur. Il étouffe aussi la lumière. On ne brise pas un masque en un seul geste. Il ne tombe pas comme un rideau. Il s'effrite. Petit à petit. À chaque moment où tu oses dire non là où tu disais oui. À chaque fois que tu laisses un silence au lieu d'un faux sourire. À chaque fois que tu te permets de ne pas plaire. Alors, une fissure apparaît. Et par cette fissure, un souffle passe. Celui de ton vrai visage, que tu croyais perdu. Mais il y a une peur profonde dans cette fissure. Parce qu'elle annonce que, peut-être, ceux qui t'aiment aujourd'hui ne t'aimeraient pas si le masque tombait. Et si tu étais aimé pour ce que tu montres, mais pas pour ce que tu es? Cette question pèse plus lourd que le masque lui-même. Pourtant, au fond, tu sais. Tu sais que porter ce masque pour toujours reviendrait à disparaître doucement, comme une photo qui se décolore. Et tu sais aussi qu'un jour, il faudra choisir. Vivre protégé, mais absent, ou vivre nu, et risquer de trembler. Et toi, si ton masque tombait ce soir, resterait-il encore quelqu'un pour t'aimer? Il existe un marché que personne ne voit vraiment, et pourtant nous y passons chaque jour, nos poches pleines de choses qu'on ne sait pas nommer. Ce marché n'a pas d'étals apparents, pas de marchands criant leur prix, pas de pièces qui teintent, mais il a ses taux, ses fluctuations, ses spéculateurs invisibles. Ce qui s'y échange n'est ni l'or ni le blé, mais des bribes de nous-mêmes, une attention contre une promesse, une peur contre une appartenance, un désir contre une image qui le tient en laisse. Tu entres dans ce marché dès que tu ouvres les yeux, dès que ton doigt glisse sur une surface lumineuse, dès que tu respires l'air d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Ici, tout a déjà été anticipé, cartographié, modélisé, et l'on t'offre ce que tu allais demander avant même d'avoir faim. Tu te crois libre quand tu choisis, mais as-tu remarqué comme la vitrine s'ouvre exactement au moment où tu passes, comme si le monde devinait tes pas avant toi? C'est un marché nocturne, à la lueur des lanternes, où l'on troque la solitude contre un feed qui ne finit pas, le doute contre un slogan, l'angoisse contre un panier validé. Tu y marches avec l'impression d'exister davantage, alors que tu te dilues, fragment après fragment, dans un flux qui ne retient rien, sauf ta présence comptée comme une valeur. Ici, ils ne vendent pas des objets, ils louent des récits, et les récits louent ton esprit, comme on sous-loue une chambre dont on n'atteint jamais la fenêtre. La publicité n'est plus une affiche sur un mur, c'est une main dans ton dos, légère, bienveillante en apparence, qui t'oriente d'un degré à peine, mais un degré répété 1000 fois trace un autre destin. On t'a dit que le désir était à toi, qu'il naissait en toi, mais regarde-le de près. A-t-il vraiment ton visage, ou porte-t-il la signature de ceux qui fabriquent les miroirs? Un paradoxe se glisse ici, doux et implacable. Plus tu crois exprimer ton individualité, plus tu empruntes une forme déjà prévue pour toi. On t'invite à être toi-même à travers un catalogue de soi possibles, avec options et accessoires, comme si l'authenticité pouvait se choisir dans une liste déroulante. Le marché silencieux prospère sur ce doute. Qui es-tu quand personne ne te regarde, et qui deviens-tu quand tous les regards sont comptabilisés? Ils n'ont pas besoin de t'imposer quoi que ce soit, il suffit de cartographier ta faim, puis de placer l'odeur un pas devant. Ton clic n'est pas un geste neutre, c'est une promesse, et chaque promesse nourrit l'algorithme qui te connaîtra demain mieux que tu ne te connais ce soir. La culture devient un océan où des courants invisibles t'emportent, et tu confonds la dérive avec le voyage, sans remarquer que le vent était loué d'avance. On parle d'inconscient collectif, et tu le sens parfois, comme une marée qui soulève toutes les barques à la fois, mais ici, certaines vagues sont levées à heure fixe. Les mythes modernes sont emballés comme des biens de consommation. Le héros minimaliste, la prêtresse du bien-être, le guerrier productif, le sage efficient,
chacun avec sa palette de couleurs et ses mantras calibrés. Tu t'attaches à ces figures parce qu'elles donnent forme à l'informe, mais peu à peu tu t'y fonds, et ta silhouette perd ses angles, au profit d'un contour qui se vend bien. Être unique, murmure-t-il, et l'on te montre 50 modèles d'unicité, tous compatibles, tous interopérables, tous rentables. La liberté s'y mesure au nombre d'options, mais l'option est une cage élégante, surtout quand elle te dispense de demander ce que tu veux vraiment. Dans ce marché, le prix n'est jamais affiché, parce que tu le paies en temps, et le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas regagner. On t'offre la vitesse pour que tu n'aies pas à sentir la morsure du manque, mais c'est le manque qui révèle la vérité de ton désir, et sans vérité le désir devient un abonnement. Parfois tu te réveilles avec l'impression d'avoir été vidé, et tu te demandes où est passé ce que tu as donné, mais ici, rien ne disparaît, tout se convertit en prédiction. On prédit ta tristesse avant qu'elle ne vienne, on lui propose une chanson, une série, un panier, et la tristesse devient rentable, docile, prévisible. Un marché vraiment efficace n'a pas besoin de clients conscients, il lui faut des habitudes, et une habitude n'a pas de voix. As-tu remarqué comme tes doigts savent quoi faire avant que ton esprit n'arrive, comme si tes mains appartenaient à la foule et non à ta solitude? Il ne s'agit pas de diaboliser le monde, mais de reconnaître que tu y entreposes parfois ce que tu devrais garder contre ta poitrine. Tu loues ta capacité d'attention, et tu récupères une fatigue neuve, une fatigue brillante, emballée, qui promet d'être soulagée par le même mécanisme qui l'a créée. Alors, comment négocier autrement dans ce marché, sans le fuir, sans le maudire, sans te dissoudre? Il y a une autre économie, plus pauvre en apparence, plus riche en profondeur, payer avec du silence, racheter ton regard, investir dans le vide qui laisse reparaître un vrai besoin. C'est une pratique austère et tendre, fermer la fenêtre qui t'hypnotise, rester face à l'air tiède d'une pièce muette, attendre que ton manque se nomme sans assistant. Au début, tu trembles, parce que rien ne vient, et le rien n'a l'allure d'une perte, mais c'est un rien fertile, un champ en jachère qui commence à boire une pluie sans bruit. Dans cet espace, tu peux entendre un désir qui n'est pas un panneau indicateur, mais une source, et la source ne fait pas de bruit tant que tu l'arroses de musique étrangère. Le marché silencieux est ce temps sans transaction, parce qu'il ne peut pas le compter, et tout ce qui ne se compte pas finit par se soustraire. Alors il redouble de signes, de notifications, d'invitations à ne pas rater la fête, comme si quelque chose allait mourir sans toi, mais c'est ta présence qui meurt quand tout aspire. La dignité de ton attention est ton dernier luxe, et tu peux la dépenser en un geste si simple qu'il paraît sauvage. Ne pas répondre tout de suite. Entre une envie et son achat, laisse un intervalle, et dans l'intervalle, regarde ce que l'envie cherche vraiment, car parfois elle cherche un visage, pas un objet. Parfois elle veut une marche sans musique, une tasse chaude sans photo, une phrase écrite à la main, la pluie sur la vitre, quelque chose d'invendable. Ce que tu sauves là n'est pas une vertu abstraite, c'est ton axe, et l'axe te rend imprévisible, donc moins manipulable, donc plus seul peut-être, mais d'une solitude habitable. Souviens-toi de cette image, une place nocturne, des lanternes, des silhouettes qui marchent, qui négocient, qui troquent des heures contre des halos, et toi qui t'arrêtes au bord, qui pose la main sur ton cœur pour vérifier s'il bat encore pour quelqu'un et non pour quelque chose. Ne crois pas devoir sortir du monde pour te sauver, il suffit parfois de retirer une seule permission. La permission laissée à la peur de choisir à ta place. Le marché n'est pas le mal, il est la scène, et sur une scène on peut jouer un rôle appris ou inventer une voix, et la voix n'a pas de prix quand elle revient de loin. Rappelle-toi que l'inconscient collectif n'est pas seulement une mer d'ancêtres, c'est aussi un champ de graines, et l'on peut semer autre chose que des réflexes, mais semer demande du temps que tu ne peux pas acheter. Il y aura des rechutes, des nuits où l'écran gagne, des matins où tu t'achètes une identité à la première publicité, ne te juge pas, reviens, récupère une minute, puis deux, puis l'intervalle deviendra un chemin. Le véritable commerce commence quand tu sais ce que tu tiens pour non négociable, et peut-être qu'il n'y a pas grand-chose dans cette liste, mais ce peu-là te rend entier. Alors je te pose la question qui brûle et qui délivre. Parmi tout ce qu'on t'offre, qu'est-ce que tu refuses de vendre, même pour ne plus avoir peur? Et si, sous les néons de ce marché sans nuit, la seule transaction juste était de racheter ton regard, maintenant, sans reçu, sans preuve, juste ce souffle qui revient à sa source. Il y a des phrases que tu dis comme si elles t'appartenaient, et pourtant, elles portent l'empreinte de quelqu'un d'autre. Elles glissent hors de ta bouche avec la facilité d'un geste appris, mais au fond, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de plus loin. De cette mer invisible que Jung appelait l'inconscient collectif. Imagine une eau sombre et profonde, au fond de laquelle dorment des récits vieux comme l'humanité. Des mythes, des peurs, des certitudes, des gestes répétés 1000 fois avant ta naissance. Dans cette mer, certains courants se lèvent seuls, naturels, imprévisibles, mais d'autres sont provoqués. Quelqu'un, quelque part, déplace une pierre, souffle sur la surface, et une vague se lève. Tu crois qu'elle vient de ton cœur? Elle venait d'un rivage que tu n'as jamais vu. La voix derrière ta voix n'est pas toujours malveillante. Parfois, c'est celle de tes parents,
qui te parle encore dans le ton avec lequel tu t'adresses à toi-même. Parfois, c'est celle d'un professeur, d'un ami, d'un livre lu à 15 ans. Parfois, c'est une voix plus abstraite, collective, tissée par la culture, les histoires, les règles silencieuses du groupe. Mais il y a aussi les voix fabriquées. Celles qui s'insèrent dans le courant, subtiles, répétées, calibrées pour paraître naturelles. Elles ne crient pas. Elles murmurent. Elles se glissent dans tes chansons préférées, dans les dialogues des films, dans les dictons que tu répètes sans y penser. Elles te disent comment aimer, comment craindre, quoi désirer. Et tu les entends comme si elles venaient de toi. Il y a un paradoxe cruel ici. Plus la voix se cache derrière la tienne, plus elle semble familière. Comme une ombre qui épouse parfaitement tes contours. Et un jour, tu te surprends à dire des mots qui te figent. Est-ce vraiment moi qui ai pensé ça? Il y a des moments où l'on sent presque cette autre présence. C'est léger, comme un décalage d'un demi-seconde entre ta pensée et tes lèvres. Une hésitation infime, un frisson dans la colonne vertébrale. Le temps de te demander, qui parle, là, vraiment? Certains de ces échos sont si anciens qu'ils semblent sacrés. Ils parlent de devoir, d'honneur, de famille, d'ordre, d'obéissance. Et pourtant, si tu les retournes comme une pierre dans ta main, tu découvres qu'ils ne tiennent que parce que personne n'ose les interroger. Et ils, ceux qui façonnent la voix, savent cela. Ils savent qu'une phrase répétée 1000 fois devient une vérité. Et qu'une vérité répétée assez longtemps devient une chaîne. La voix derrière la voix aime se cacher dans les évidences. Elle parle avec des mots simples, rassurants. Elle se glisse dans le ton neutre des présentateurs, dans la poésie d'une publicité, dans la sagesse populaire. Et parfois, elle se fait passer pour ta conscience. C'est le masque le plus dangereux, celui qui prend la forme de ta boussole intérieure. Mais il y a aussi des voix qui réveillent. Elles viennent briser le rythme. Elles ne sont pas confortables. Elles ne cherchent pas à te plaire. Elles plantent une graine de doute, et ce doute est une porte. Elles disent, regarde mieux. Elles disent, et si tu pensais autrement? Elles ne sont pas nombreuses, mais elles suffisent à faire vaciller l'illusion. Tu as déjà vécu ce moment où un mot entendu dans ta tête t'a semblé étranger? Où une émotion a surgi, et tu as senti qu'elle n'était pas à toi? Peut-être que c'était une peur transmise par un parent. Peut-être que c'était un désir façonné par une image. Peut-être que c'était un jugement hérité d'un monde qui n'existe plus. Et pourtant, tu l'as pris pour tien. Il est presque impossible de vivre sans voix derrière la voix. Nous sommes tissés de leur fil. Mais il y a une différence entre reconnaître leur présence, et leur céder la place sans résistance. La première fois que tu distingues clairement une voix étrangère dans ton discours intérieur, c'est comme voir une silhouette derrière un rideau. Elle était là depuis longtemps, mais tu viens seulement de la remarquer. Et ce simple acte d'attention change tout. Car pour la première fois, tu peux dire « non ». Pas celle-là. Mais dire non à une voix intérieure, c'est dire non à une partie de toi. Ou du moins, à ce que tu croyais être toi. C'est une petite mort. Et comme toute mort, elle a son prix, le vertige, la perte, le doute. Et toi, es-tu prêt à entendre ton silence? Pas celui qui vient entre deux chansons, pas celui d'une pièce vide. Mais celui qui vient après qu'une voix s'est tue, et que tu ne sais plus quoi penser. Ce silence est dangereux, parce qu'il est fertile. Il attire de nouvelles voix. Des voix plus profondes, plus lentes. Des voix que tu as étouffées pour faire de la place aux autres. Et quand elles reviennent, elles te reconnaissent, et tu les reconnais. Il y a peut-être, au fond, une seule vraie voix. Pas la plus forte, pas la plus claire. Celle qui murmure encore quand toutes les autres se sont retirées. Elle ne donne pas d'ordre, elle ne fait pas de promesses, elle ne cherche pas à convaincre. Elle est juste là, immobile, comme une flamme dans le noir. C'est elle qu'ils craignent. Parce qu'elle ne se laisse pas acheter. Parce qu'elle n'a pas besoin de validation. Parce qu'elle est à la fois la plus intime et la plus universelle. Et si tu la retrouves, alors tout le reste, les slogans, les récits, les voix louées perdra leur pouvoir. Mais pour l'entendre, il faut se perdre. Il faut descendre sous les couches et accepter que certaines voix ne partiront jamais complètement. Il faut apprendre à vivre avec elles comme on vit avec des ombres, sans les laisser guider la marche. Et si, derrière tout ce que tu dis, il y avait un lieu plus profond, un lieu où ta voix te parle enfin, nu, sans témoin? On t'a appris à te présenter par tes lumières, par tes qualités dites, par tes réussites tenues à bout de bras, mais ce que tu es vraiment vit aussi dans ce que tu caches, dans ce que tu refuses de nommer, dans la pièce de la maison où tu n'entres jamais sans frissonne. Jung appelait cela l'ombre, et l'ombre n'est pas seulement ce qu'il y a de sombre en toi, c'est aussi ce que tu n'as pas vécu, ce que tu n'as pas osé, ce que l'on t'a interdit d'être jusqu'à ce que tu t'interdises toi-même. On a confondu l'ombre avec le mal, on l'a confondu avec la faute, alors qu'elle est souvent la chambre fermée de tes forces, la réserve d'une vitalité non nommée, la grotte où dort un animal ancien qui n'attend que la lumière juste pour sortir sans dévorer ton monde. Ils le savent, d'une connaissance instinctive et utilitaire,
car un être coupé de son ombre est prévisible, docile, gentiment anxieux, toujours en quête d'approbation, toujours en manque de son propre axe. Ce n'est pas ta clarté qu'il redoute, c'est la clarté que tu pourrais trouver en traversant la nuit, cette souveraineté silencieuse qui naît quand tu cesses d'avoir peur de toi-même. L'ombre n'est pas là pour te nuire, elle est là pour te compléter, comme la face cachée d'une lune qui donne sa gravité au mouvement entier, et c'est pourquoi elle attire et effraie à la fois. Tu sens parfois sa présence quand une colère te traverse, disproportionnée, brutale, venue d'un endroit que tu ne connais pas, et tu la refoules aussitôt par peur de devenir ce que tu juges chez les autres. Mais la colère de l'ombre n'est pas toujours un poison, elle peut être la chaleur d'un non nécessaire, la frontière qui te manquait, la dignité qui se rappelle à toi sans politesse inutile. D'autres fois, l'ombre parle dans un désir qui te surprend, intense, déraisonnable, et tu as honte, comme si ce désir était une trahison de l'image que tu maintiens devant le monde. Ce désir n'est peut-être pas une chute, il est peut-être l'élan d'une vie plus vaste, une demande d'air, un rappel que ton âme n'a pas signé le contrat des apparences sans lire les lignes fines. Tu as appris à t'éclairer par morceaux, à montrer ce qui convient, à effacer ce qui déborde, et chaque effacement t'a paru sain, alors qu'il ajoutait une pierre au mur entre toi et ta source. L'ombre est ce surplus de toi-même, ce trop-plein de vérité que tu n'as pas su loger, et qui revient par la porte arrière sous la forme d'un symptôme, d'un rêve, d'un lapsus, d'une fatigue qui ne se repose jamais. Le paradoxe est simple et cruel. Plus tu refuses l'ombre, plus elle gouverne ta vie, plus tu l'intègres, plus elle devient un allié qui ne te demande qu'une chose, de la regarder sans jugement. Il dresse des couloirs de miroirs où l'on t'apprend à aimer ta version filtrée, polie, présentable, pendant que derrière toi, une silhouette attend, patiente, sachant que sans elle, tu tourneras en rond. Ils n'ont pas besoin de te briser, il leur suffit de t'éloigner de ce lieu où tu es entier, de te distraire au seuil, de te convaincre que la porte noire est un gouffre et non un berceau. L'ombre est parfois la gardienne d'un talent que tu as peur d'exposer, d'une vérité que ta famille ne voulait pas entendre, d'une vocation que ton époque a tournée en ridicule, d'une tendresse que tu as confondue avec une faiblesse. Tu la reconnais aussi dans les gens que tu juges trop vite, dans ces traits que tu condamnes avec ardeur, alors qu'ils appellent quelque chose d'enfoui en toi, une ressemblance interdite. Ce que tu combats avec le plus d'acharnement chez l'autre porte souvent la clé de la pièce où tu refuses d'entrer, et la clé brûle parce qu'elle sait où elle retourne. Apprendre à descendre vers l'ombre, c'est accepter de ne pas sortir indemne, c'est accepter de perdre quelques décorations, quelques applaudissements, quelques rôles confortables mais étriqués. C'est aussi accepter de rencontrer ta propre violence, non pour la justifier, mais pour la transmuter, comme on détourne un fleuve en crue pour irriguer des terres qui mouraient de soif. On ne pactise pas avec l'ombre en lui signant un traité, on l'apprivoise par une présence qui ne recule pas, par un regard qui endure la vérité sans se vanter de l'avoir vue. Il y a des rituels simples et exacts. Écrire ce que tu n'oses pas dire, nommer à voix basse ce que tu refuses d'aimer en toi, laisser un silence assez long pour que ce qui te fait honte s'y tienne sans être exécuté. Parfois, la nuit te prête ses outils, un rêve où tu poursuis quelque chose qui te poursuit, une créature, un inconnu, un double, et le rêve n'exige pas de victoire, il exige une reconnaissance. Tu t'arrêtes, tu te retournes, tu t'approches, et dans le rêve, tu tends la main, et la chose qui t'effrayait prend ton visage, et tu comprends que tu te fuyais toi-même depuis trop longtemps. Ce retournement, si discret soit-il, change les lois du jeu, car un être réconcilié ne se manipule pas avec les mêmes ficelles, et c'est cela qu'ils craignent, non pas une révolte bruyante, mais une paix qui ne consent plus à la peur utile. Ils préfèrent une lumière qui claque et éblouit, une morale qui juge et sépare, parce qu'une lumière douce qui éclaire l'intérieur rend le commerce des frayeurs moins rentable. Récupérer l'ombre ne signifie pas devenir sombre, cela signifie élargir le cercle, inclure ce qui a été exilé, donner à ta force une profondeur qui n'écrase pas, à ta douceur un tranchant qui protège. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as à redevenir plus entier, et l'entièreté n'est pas un costume, c'est un poids spécifique, une densité d'être que l'on sent avant de l'avoir. Quand tu commences à vivre avec ton ombre, tu t'excuses moins d'exister, tu quémandes moins, tu promets moins, tu offres davantage de présence, et la présence n'a pas besoin d'être aimée pour être vraie. Tu reconnais aussi mieux les pièges, parce que l'on ne t'achète plus avec tes manques, tu connais leur visage, tu sais où ils piquent, et tu ne tends plus la joue à la même place. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une gravité retrouvée, une manière de tenir debout qui n'attend pas un verdict public pour respirer, une fidélité à ce que tu sais en dessous de tout ce que tu penses. Bien sûr, il y aura des rechutes, des moments où tu referas alliance avec tes masques, des soirées où tu préféreras la version tranquille de toi-même, et c'est humain de reposer sa fatigue sur un ancien mensonge. Mais chaque fois que tu reviendras à la grotte, le dragon dormira un peu moins mal, et il apprendra la voie de sortie, et tu apprendras à lui parler sans te brûler la langue. On ne vainc pas l'ombre, on la met au travail, on lui confie ce pourquoi elle est forte, la force de dire non, la force de désirer vrai, la force de défendre la vie contre la politesse qui la tue. Et plus tu la mets au service du vivant, plus elle perd son goût de poison,
plus elle devient une encre qui te permet d'écrire sans trembler, même quand la main autour de toi frémit. Tu verras aussi que l'ombre porte des dons étranges. Un humour qui perce les vanités, une patience qui sait attendre, une lucidité qui te délivre de la tentation de te croire irréprochable. Ils craignent cela parce qu'une âme ainsi armée ne consomme pas sa peur, elle l'emploie comme une boussole, et les boussoles personnelles rendent les foules moins malléables, plus lentes à paniquer, plus difficiles à aligner. Alors ils redoublent d'images de pureté, de promesses de clarté sans poussière, de vertus empaquetées, parce que la pureté vend mieux que l'ombre apprivoisée, même si la pureté absolue tue toujours quelque chose d'essentiel. Toi, tu peux choisir la voie moins brillante, celle du clair-obscur où l'on voit vraiment les volumes, où un visage n'est pas un symbole mais une chair, où l'on préfère la complexité à la propreté qui ment. Tu peux préférer une honnêteté rugueuse à une perfection polie, et dans cette préférence, tu découvriras une paix qui n'a pas besoin d'être belle pour être solide. Alors, descends encore, sans théâtre et sans témoin, dans la pièce que tu as scellée, ouvre la fenêtre, laisse entrer l'air, pose la main sur le mur comme on salue une vieille amie, et demande doucement ce que tu as refusé d'entendre. Peut-être qu'elle te répondra par une image, une odeur d'enfance, un prénom oublié, un éclat de rire étranglé, et ce peu-là suffira à faire bouger l'architecture que tu croyais figée. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, c'est une révolution domestique, lente, tenace, dont personne ne parlera, mais qui te rendra ta voix sans voler celle des autres. Et si la chose la plus dangereuse en toi, celle qu'ils ont tout fait pour te faire craindre, était aussi la plus vraie, la plus féconde, la plus apte à te rendre à toi-même, sans drapeau et sans bruit. Il y a un moment où la partie cesse d'être un combat et devient un simple décor que tu observes sans y prendre part. Ce moment ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à un retrait, à une disparition volontaire. Et pourtant, c'est peut-être le geste le plus radical que l'on puisse faire. Le jeu dont on te parle depuis l'enfance, celui des objectifs, des réussites, des classements, des apparences à tenir, se nourrit de ton mouvement. Il vit de ta participation, de ta réaction, de ta volonté de gagner. Le jour où tu retires cette volonté, il perd sa prise. Cela ne veut pas dire fuir le monde. Ce n'est pas un exil, ni un refus de vivre. C'est une manière différente d'habiter ce qui est là. Comme si, au lieu de te battre contre le courant, tu te mettais sur la rive, à le regarder passer, conscient qu'il n'a plus le pouvoir de t'emporter. On t'a appris que renoncer, c'était perdre. On t'a appris que se retirer, c'était abandonner. Mais il y a un paradoxe que peu connaissent. Parfois, c'est en cessant de jouer que l'on gagne vraiment. Non pas contre les autres, mais contre la mécanique invisible qui t'avalait tout entier. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein d'un espace que tu n'avais pas senti depuis longtemps. Un espace où tes pensées cessent de courir derrière des récompenses. Où tes gestes ne cherchent plus à prouver quelque chose. Où tu fais les choses pour elles-mêmes, et non pour leur valeur dans un classement. Au début, ce silence est inconfortable. Il te confronte à la fatigue que tu n'avais jamais écoutée, aux émotions que tu avais laissées en suspens. Il te montre combien tu étais devenu dépendant du bruit. Tu réalises que tu cherchais le tumulte non pas par amour du mouvement, mais pour éviter d'entendre cette voix intérieure que tu ne savais pas accueillir. Il déteste ce silence. Parce qu'il rend le jeu inefficace. Parce qu'il interrompt la boucle qui transforme ton attention en ressource exploitable. Parce qu'il t'enlève du tableau de score qu'ils utilisent pour te garder en course. Le silence, dans ce sens, est un sabotage doux. Il ne détruit rien. Il ne crie pas. Il ne se vante pas. Il se contente de ne pas répondre, et dans cette absence de réponse, tout le mécanisme se grippe. Il y a des gestes minuscules qui incarnent ce silence. Ne pas cliquer tout de suite. Ne pas donner ton avis au premier appel. Ne pas remplir chaque vide d'une parole ou d'une image. Laisser passer une notification sans y toucher. Ces gestes paraissent anodins, mais ils sont des fissures dans le système. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est une manière de se retirer du marché des réactions. C'est reprendre le temps qu'on t'avait volé seconde après seconde, en te faisant croire qu'il ne valait rien tant qu'il n'était pas monétisé, posté, validé. Au début, tu te sentiras presque coupable. Coupable de ne pas être à jour. Coupable de manquer quelque chose. Mais peu à peu, tu verras que ce qui t'effrayait de manquer, n'avait jamais vraiment de valeur. Tu verras que le monde continue, et que toi, tu respires mieux. Dans ce silence, certaines choses se révèlent. Des envies simples, non négociables. Des souvenirs que tu croyais perdus. Des idées qui n'étaient pas prêtes à naître dans le vacarme. Elles reviennent, et elles te trouvent enfin disponible. Ce silence est un sol. Tu peux y poser des fondations qui ne s'écrouleront pas à la première secousse. Parce que ces fondations ne seront pas construites pour plaire ou pour prouver. Elles seront construites pour durer, même si personne ne les regarde. Et c'est là que le jeu est vraiment brisé. Pas par une attaque frontale, pas par un cri de guerre, mais par l'indifférence douce d'un être qui n'a plus besoin d'y trouver sa valeur. Ils peuvent continuer à tourner, à compter, à comparer, mais toi, tu n'es plus un pion sur leur plateau.
Alors je te demande, doucement, et si la vraie victoire était de ne plus jouer? Il y a un moment, après la tempête, où l'on se surprend à voir autrement. Rien, à première vue, n'a changé dans le monde. Les rues sont les mêmes, les visages sont les mêmes, les voix continuent leur cours comme si de rien n'était. Et pourtant, quelque chose, en toi, s'est déplacé. Ce n'est pas une illumination soudaine. Ce n'est pas le genre de révélation qu'on raconte avec emphase. C'est une lente cristallisation, une clarté discrète qui se dépose au fond, comme une poussière de lumière dans un verre d'eau immobile. Tu ne regardes plus avec les yeux de celui qui veut posséder, gagner ou convaincre. Tu regardes comme on regarde un paysage que l'on n'a plus besoin de traverser. Tout ce que tu as traversé avant t'a préparé à ce point précis. Les blessures que tu as accepté de voir. Les masques que tu as osé fissurer. Les marchés où tu as refusé de négocier ta conscience. Les voix que tu as reconnues comme étrangères. L'ombre que tu as appelée par son nom. Et le silence que tu as laissé grandir autour de toi. Tu ne portes pas cela comme des trophées. Tu les portes comme on porte une cicatrice qui ne réclame ni honte ni fierté. Elles sont là, elles font partie de toi, et elles ne t'alourdissent plus. Le regard change quand on ne cherche plus à tout retenir. Quand on n'a plus besoin de mettre chaque chose dans une case pour se rassurer. Il devient plus lent, plus vaste. Il s'attarde sur des détails qu'avant il ignorait. La manière dont la lumière se déplace sur un mur, le son d'un pas qui hésite, la respiration d'un inconnu assis à côté de toi. Ce nouveau regard ne rend pas le monde plus doux. Il le rend plus vrai. Et le vrai, parfois, gratte, blesse, dérange. Mais il ne ment pas, et cette absence de mensonge est une paix en soi. Ils continuent leur jeu autour de toi. Les mêmes mécanismes, les mêmes stratégies, les mêmes appels à participer. Mais là où, avant, ton regard se tendait vers eux comme une corde prête à vibrer, il reste désormais ancré ailleurs. Tu peux voir le jeu sans y prêter ton souffle. Et cela change tout. Tu ne cherches plus à convaincre ceux qui veulent rester dans le cercle. Tu ne te bats plus contre les règles. Tu choisis tes batailles avec une parcimonie étrange, presque animale. Tu avances là où la vie appelle, et tu laisses mourir ce qui n'a plus de force en toi. Ton regard devient un filtre qui ne trie plus selon la peur, mais selon la résonance. Il capte ce qui nourrit, et laisse glisser ce qui use. Ce n'est pas un choix conscient à chaque instant, c'est devenu une nature retrouvée. Les autres te sentiront différent. Certains s'en approcheront, intrigués par cette absence de tension. D'autres s'éloigneront, inconfortables face à un regard qui ne cherche rien à prendre. Et toi, tu accepteras les deux. Tu ne te définis plus par la quantité de liens que tu as, mais par la qualité de présence que tu peux offrir dans chacun. Même dans la solitude, tu ne sens plus ce vide qui exige d'être comblé à tout prix. La solitude devient une chambre claire où l'on peut respirer. Tu te surprendras à sourire sans raison, comme si un fil invisible s'était détendu à l'intérieur. Ce n'est pas l'euphorie, c'est la légèreté de celui qui n'est plus suspendu au jugement du monde. Et alors, tu peux vraiment regarder. Pas pour analyser. Pas pour mesurer. Juste pour voir. Voir le mouvement d'un rideau dans un courant d'air. Voir la fatigue dans les yeux d'un passant, et lui souhaiter silencieusement de trouver son repos. Voir la beauté d'un visage qui ne correspond à aucun idéal vendu. Voir les ombres comme des nuances et non comme des menaces. Ce regard-là ne s'achète pas. Il ne s'enseigne pas. Il se gagne en perdant ce qui, autrefois, semblait essentiel. Il se gagne en acceptant que tout puisse changer sans prévenir, y compris toi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un te demandera « Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Et tu ne sauras pas répondre. Ou plutôt, ta réponse sera trop simple pour être comprise. J'ai cessé de vouloir tout tenir. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un autre départ, plus calme, plus nu. Un départ où chaque pas se fait sans garantie, mais avec une confiance qui ne dépend plus d'un résultat. Et toi, es-tu prêt à voir autrement ?